Mes chers collègues, nous allons maintenant entendre l'association La Voix de l'Enfant. Cette association est membre de la Commission consultative des droits de l'homme et elle a pour but l'écoute et la défense des enfants en détresse, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, donc pas seulement des enfants de familles homosexuelles, mais aussi ceux-là, je suppose. Et nous entendrons donc Madame Martine Brousse, qui est la déléguée générale de cette association, et qui est accompagnée de Maître Colin, qui est l'avocat de l'association. Voilà. Donc, je vous propose d'intervenir pendant un quart d'heure, 20 minutes, puisque nous avons 1 heure, pour qu'ensuite les sénatrices et sénateurs qui sont présents puissent vous poser des questions ou intervenir. Voilà. Donc, comme vous le voulez, mesdames. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci d'entendre La Voix de l'Enfant, qui est donc une association fédérative qui regroupe 78 associations de protection de l'enfant en France et dans le monde et qui intervient dans près de 100 pays. La Voix de l'Enfant a en son sein une commission juridique dont est membre Maître Colin, et c'est pour ça que j'ai souhaité d'être accompagné par Maître Bertrand Colin pour vous présenter la position de La Voix de l'Enfant. Alors tout d'abord, merci de nous entendre, avec en même temps un regret, c'est que vous nous demandez aujourd'hui d'intervenir sur un texte qui ne sera pas celui sur lequel vous allez, dans sa globalité, vous allez devoir étudier. Et que c'est vrai que ce que nous allons vous apporter est le texte que nous avons eu au départ par l'Assemblée nationale lorsque nous avons été entendus par l'Assemblée nationale. La Voix de l'Enfant travaille sur cette question depuis plus de 7 ans, car comme vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, La Voix de l'Enfant, qui regroupe ces associations, essaie d'être la voix de tous les enfants. Elle a un parti, c'est celui de l'enfant. Donc notre position aujourd'hui, que Maître Colin va développer, est celle véritablement d'un parti de l'enfant. Donc je laisse tout de suite, puisque le temps est compté, pour qu'après on puisse laisser place au débat. Mais en 1 heure, l'expérience montre qu'on a tout. Je vous en prie. Merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Merci de nous écouter. Je suis donc Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, et j'interviens en qualité de membre de la commission juridique de La Voix de l'Enfant pour vous faire part de la position de notre association sur le projet de loi que vous allez examiner. Pour les auteurs de ce projet de loi, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe répond essentiellement à un triple objectif: d'égalité, supprimer une discrimination indirecte fondée sur l'orientation sexuelle; d'intégration, reconnaître à tous l'accès à une institution républicaine connue et ancrée dans la société; et de protection, renforcer, compléter des droits qui sont pour l'instant reconnus notamment par le PACS. L'accès de ces couples au mariage pose inévitablement la question des attributs de la parentalité qui sont attachés au statut marital. Fonder, consolider une famille constitue une aspiration parfaitement légitime pour des époux, et l'on conçoit très bien que tout être humain, quelle que soit son orientation sexuelle, puisse être animé, comme le disait, pour reprendre ces termes, le professeur Nérinck de la faculté de droit de Toulouse, animé de l'exigence viscérale de se survivre, de se perpétuer, de donner la vie. Il n'en reste pas moins que l'impossibilité pour 2 personnes de même sexe de concevoir ensemble un enfant les place dans une situation objectivement différente de celle des couples de sexe opposé, ce qui peut éventuellement justifier en droit des solutions différentes. Mais beaucoup des problématiques qui sont posées par les modes d'accès à la parentalité, comme l'adoption, la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui, ces problématiques sont communes à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, et ce sont des problématiques qui doivent être traitées ensemble. De même, les problématiques sont communes en matière de familles recomposées. Les familles qui se décomposent et se recomposent autrement peuvent impliquer des personnes à la fois homosexuelles et hétérosexuelles, et leurs problématiques peuvent être communes, même si des particularités sont à traiter. La Voix de l'Enfant, elle se soucie de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant,
qui, par les engagements internationaux pris par la France, doit constituer pour le législateur, comme pour le gouvernement, mais aussi pour le juge, une considération primordiale. Or, la voix de l'enfant estime qu'il n'est pas conforme en l'état à l'intérêt de l'enfant d'étendre l'accès à la filiation adoptive aux couples de personnes de même sexe, d'abord en l'envisageant uniquement comme une conséquence inhérente à l'ouverture du mariage à ces couples, ensuite en y procédant dans le cadre d'une loi consacrée au seul sujet du mariage pour tous, et pas de manière générale à la famille et à la filiation, et enfin en se privant d'un débat préalable et général à la fois sur l'adoption, sur l'institution de l'adoption considérée dans tous ses aspects, et sur les autres modes de procréation qui sont pour l'instant encadrés pour ce qui concerne la PMA et interdits pour ce qui concerne la gestation pour autrui. La mise en garde que la voix de l'enfant entend formuler aujourd'hui à la faveur de son audition par la Commission, je l'exprimerai par un double non. D'abord, un non à l'instauration immédiate du droit à l'adoption pour les couples de personnes de même sexe, sans une réforme générale de l'adoption et un débat d'ensemble sur les modes de filiation. Et non ensuite à une famille qui ferait primer le droit à l'enfant sur le droit de l'enfant. Pourquoi non à l'instauration immédiate du droit à l'adoption par les couples de personnes de même sexe? Le projet de loi maintient la logique qui est celle du Code civil actuellement pour en faire bénéficier ces couples, qui est le lien indissociable entre mariage et adoption. En se mariant, un couple acquiert automatiquement le droit d'adopter après un certain délai et sous certaines conditions, et chaque époux acquiert aussi sous certaines conditions le droit d'adopter l'enfant ou les enfants de son conjoint. Mais la dissociation entre le statut de mariage et les règles de la filiation serait tout à fait concevable. Et elle correspondrait d'ailleurs, d'une part, à une réalité sociologique, puisque 55% des enfants actuellement sont conçus et naissent hors mariage, et à une réalité juridique aussi, puisque l'adoption, par exemple, est ouverte aux personnes seules, même non mariés. La procréation médicale assistée n'est pas réservée aux couples mariés. Et depuis une quarantaine d'années, les lois qui interviennent en matière de filiation ont de plus en plus tendance à dissocier la conjugalité de la filiation. Instaurer une telle dissociation permettrait, en l'occurrence, d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels sans, dans l'immédiat, autoriser l'adoption par ces couples ou par l'un des conjoints de même sexe, avant que s'instaure, comme l'association de la voix de l'enfant le souhaiterait, un débat plus général et plus approfondi sur ces questions. Et c'est cette manière que le Portugal a d'ailleurs procédé, puisqu'en 2010, le Portugal a adopté une loi autorisant le mariage homosexuel, mais n'a pas encore reconnu le droit à l'adoption. Le parti pris qui est inverse, qui est celui du projet de loi actuel, de coupler l'ouverture de l'adoption avec celle du mariage, présente, à notre sens, 3 inconvénients majeurs du point de vue de l'enfant. Premier inconvénient, la loi ne s'intéresse pas à l'intérêt de l'enfant vis-à-vis de chacune des personnes qui composent son histoire, ceux qui l'ont conçu, ceux qui ont permis sa naissance, ceux qui assurent ou participent à son entretien, à son éducation. Or, chacun doit avoir sa place et conserver dans l'histoire de l'enfant sa place, qu'il s'agisse des géniteurs, des parents, personnes seules ou couples, des beaux-parents, pour prendre un terme qui est un peu imprécis, mais qui regroupe à la fois l'époux ou l'épouse, le partenaire en vertu d'un pax, ou le compagne ou la compagne du père ou de la mère. Or, le projet de loi actuellement ne prend pas de manière satisfaisante, pensons-nous, l'intérêt de l'enfant vis-à-vis de ceux qui l'entourent. D'une part, lorsqu'on autorise l'adoption par un couple homosexuel, on ne doit pas négliger le fait que l'enfant est issu d'une ligne paternelle et d'une ligne maternelle. Et on ne doit pas non plus négliger le nécessaire aménagement, même s'il s'agit d'un encadrement strict, du droit de connaître l'existence de ces lignes paternelles
et maternelle. Et un point sur lequel nous pensons qu'il est important de se pencher, c'est le point de savoir comment faire apparaître dans les actes d'état civil la conception par un homme et par une femme d'un enfant qui est ensuite adopté par un couple de même sexe. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'enfant, mais il s'agit d'agir en transparence et conformément d'ailleurs à une évolution que l'on observe chez toutes les familles adoptantes. Je pense que l'époque maintenant est révolue où les familles cachaient à leurs enfants qu'ils étaient adoptés et de nombreux psychologues et sociologues considèrent qu'au contraire, il est de l'intérêt de l'enfant de connaître son parcours de vie. Et donc, c'est un sujet qui est particulièrement, qui a une acuité particulière s'agissant de l'adoption des couples de même sexe, puisque l'acte d'état civil ne doit pas faire apparaître une fiction qui serait celui de la conception de l'enfant par deux personnes du même sexe. Il s'agit donc d'interrogations qui sont propres aux couples homosexuels, mais qui constituent néanmoins l'aspect d'une problématique plus générale et commune à tout enfant adopté, qui est celle de l'accès à ses origines, qui constitue un droit protégé, mais qui doit se combiner aussi avec le droit, par exemple, des femmes à accoucher sous X et à maîtriser les informations qu'elles laissent à la disposition de l'enfant ou qu'au contraire, elles tiennent à tenir secrètes. Or, le projet de loi actuel pêche pour ne pas aborder ces questions et entrer dans le détail des conséquences particulières de l'adoption ouverte aux couples de même sexe. D'autre part, il nous paraît indispensable de légiférer sur l'adoption en même temps que sur les situations homoparentales ou non qui sont liées à la recomposition des familles. On lit dans l'exposé des motifs de la loi et aussi dans le rapport établi pour l'Assemblée nationale que la loi va apporter une réponse concrète aux familles homoparentales qui ont déjà des enfants. Et c'est d'ailleurs une attente qui est exprimée de manière assez forte. Mais la voix de l'enfant craint qu'il ne s'agisse que d'un leurre, et elle a déjà établi d'ailleurs une note lorsqu'elle a été auditionnée par la commission des lois à l'Assemblée, qui est disponible d'ailleurs sur son site internet, de laquelle il ressort que l'adoption, la loi actuelle sur l'adoption ne va pas permettre de traiter l'ensemble des situations d'homoparentalité qui sont d'ailleurs d'une diversité extrême. Et cette loi ne va pas permettre de régler la situation juridique de toutes les personnes qui entourent l'enfant, puisque toutes ces personnes ne prétendent pas au statut de père ou de mère. Et l'arsenal juridique offert par le Code civil en matière d'adoption simple, de délégation d'autorité parentale ou de tutelle testamentaire, par exemple, ont besoin d'être adaptés pour assurer une conciliation entre les parents biologiques et les parents dissociaux ou encore les beaux-parents. Et ça, c'est une problématique d'ensemble qui concerne l'ensemble des familles recomposées et qui ne peut pas être négligée, ou en tout cas qui doit être associée au débat sur l'ouverture de l'adoption aux personnes de même sexe. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale en a bien été consciente, puisqu'elle a ajouté au projet de loi initial des dispositions relatives au maintien des liens avec l'enfant, qui sont au chapitre 1er bis, article 1er quinquies du projet actuellement en cours de vote. Mais il est regrettable que ces dispositions se trouvent finalement intégrées dans un projet de loi qui concerne simplement le mariage des personnes de même sexe, au lieu d'être intégrées dans une loi plus générale sur la famille et sur la filiation. Le second inconvénient du projet de loi actuel et qu'il inverse un peu la logique. Avant de servir le désir d'un couple ou d'une personne seule, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, l'adoption doit permettre à un enfant d'être élevé dans un cadre, une structure parentale et familiale protectrice.
Or, il y avait une réalité qui est d'ailleurs rappelée dans les rapports qui ont été établis à l'occasion de ce projet. Le nombre d'enfants adoptables en France est extrêmement faible et très largement inférieur au nombre de demandes d'adoption. L'adoption à l'étranger n'est guère plus satisfaisante et on ne peut pas, dans ces conditions, convenablement ouvrir un droit à de nouvelles personnes pour adopter sans procéder à une réforme qui porterait en premier lieu sur les conditions dans lesquelles un enfant devient adoptable et sur l'amélioration des conditions dans lesquelles on peut accéder à une adoption à l'étranger. Donc il y a une inversion de la logique et en tout cas de la méthode suivie par le Parlement qui aurait dû, encore une fois, je le répète, entreprendre une réforme de l'adoption, des modes de filiation, avant d'ouvrir par la voie du mariage l'accès à l'adoption pour les personnes de même sexe. Le dernier inconvénient, ou plus exactement le troisième, puisque cette liste n'est pas exhaustive, est le fait que le projet autorise l'adoption plénière, donc par une personne, de l'enfant de son conjoint de même sexe. Alors même que les revendications en matière de PMA et de GPA n'ont pas été étudiées par le Parlement et que, pour l'instant, le droit actuel restreint la PMA à des cas d'ordre médical et interdit la gestation pour autrui. Or, si la loi, dans sa version actuelle, venait à être adoptée, elle risque de produire des effets équivalents à ceux d'un projet parental qui aurait été suivi par un couple de personnes de même sexe à partir d'une procréation médicale assistée ou d'une gestation pour autrui. Si on prend l'exemple d'un couple de femmes dont l'une d'elles aurait conçu et porté un enfant en ayant recours à l'étranger à une PMA, sans que sa compagne, pour l'instant, ne se voit accorder de droit sur l'enfant, le projet de loi actuel fait espérer à cette compagne qu'un jour, que très bientôt, elle va pouvoir accéder au statut de mère en adoptant de manière plénière l'enfant de celle qui sera devenue sa femme. Mais à supposer qu'un juge homologue une telle adoption, dont la licéité peut être mise en cause. Cet effet permis par la loi, le projet de loi actuel, peut être regardé comme une espèce de validation implicite, mais anticipée, de la procréation médicale assistée ouverte aux couples de même sexe ou, en tout cas, ou à tout autre couple, mais en dehors de cas d'ordre strictement médical. De même, si l'on prend l'exemple d'un couple d'hommes dont l'un aurait à l'étranger conçu un enfant avec une même mère porteuse, on peut considérer que son compagnon, qui n'a aucun droit sur l'enfant, peut attendre de la loi actuelle d'accéder au statut de père à l'occasion de l'adoption plénière. Mais là aussi, on peut fortement douter qu'un juge homologue cette forme d'adoption qui consiste à valider les effets d'une convention de mère porteuse qui, en l'état actuel, est considérée comme contraire à la conception française de l'ordre public international. Et donc, finalement, on dit à une catégorie de personnes qu'on leur ouvre des droits validant implicitement la démarche de la mère porteuse, alors qu'en réalité, on leur ouvre un droit dont la licéité est tout à fait douteuse. Donc, ceci montre encore une fois qu'il est artificiel de dissocier les questions d'adoption suivant l'orientation sexuelle des couples et que c'est une réforme plus générale à laquelle il faut s'atteler. Et dans le cadre de cette réforme qui est appelée des vœux de la voix de l'enfant, celle-ci tient à rappeler, et c'est l'objet de son second nom
sur lequel je serai plus bref, c'est non à une famille qui fait primer le droit à l'enfant sur le droit de l'enfant. Donc la voix de l'enfant exprime encore son souhait de rester dans l'état actuel des textes sur la PMA, c'est-à-dire de la cantonner aux cas dans lesquels il existe une infertilité médicale diagnostiquée, ou dans les cas où la technique est mise en œuvre pour éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave. Et la voix de l'enfant maintient aussi avec fermeté son opposition radicale à la gestation pour autrui. Il faut absolument éviter que l'enfant fasse l'objet d'une contractualisation, d'une réification. Il ne peut pas être considéré comme un produit auquel tout être humain aurait droit et qui pourrait faire l'objet d'une commande à une mère porteuse, éventuellement suivant des critères de choix, et pourquoi pas faire l'objet d'un refus en cas de défaut ou de non-conformité. Non, l'enfant n'est pas une marchandise, et les femmes méritent aussi qu'on respecte leur dignité et qu'elles ne fassent pas l'objet donc d'une marchandisation de la même manière que l'enfant. Donc la voix de l'enfant est vraiment très ferme sur ces deux sujets, et ce sont des raisons pour lesquelles elle invite le législateur à, s'il admet l'ouverture au mariage, l'invite à s'arrêter là, à ne pas pour l'instant légiférer sur l'adoption. Merci. Alors, mes chers collègues. Pardon ? Oui, Madame Meunier, peut-être. Non ? Je suis perplexe parce que, au fil des auditions, on entend, pas tout et son contraire, mais souvent on nous dit que la loi ne pas assez loin, ou parfois elle va trop loin. Donc voilà, donc sur ce qui a été dit, moi je suis d'accord sur la conception de l'adoption. C'est une famille que l'on donne à un enfant et pas l'inverse, hein. Et sur les réserves ou les inconvénients que vous venez de lister, je suis perplexe, là. C'est le premier mot qui m'est venu à l'idée. Et il y a des choses peut-être que j'aimerais rediscuter, mais on va laisser passer peut-être les questions d'abord. Mes chers collègues, Monsieur Fauconnier. Simplement, si j'ai bien compris, vous souhaitez une réforme beaucoup plus générale de l'adoption, et vous n'admettez pas dans l'immédiat qu'elle puisse se faire dans le cadre de cette loi aujourd'hui sur les familles monoparentales. Mais je n'ai pas toujours compris si, dans l'éventualité de cette grande loi que vous attendez, cette grande réforme, quelle est votre position? Est-ce que vous admettez que les familles monoparentales puissent adopter? Je ne l'ai pas saisi, je n'ai pas compris. Voilà. Est-ce que vous pouvez me le préciser clairement? Virginie Claes. Oui, j'avais un petit peu la même interrogation, puisque vous concluez votre propos en nous disant, comme on est contre GPA et PMA, on est contre l'adoption. Donc c'est là où j'ai un petit peu du mal. Alors j'ai peut-être pas été suffisamment attentive, mais j'ai du mal à suivre le raisonnement et à faire le lien entre les deux. D'autres questions? Moi, j'avais la même question, parce que la question, c'est quelle sera votre position lorsqu'arrivera la loi famille? Et, à mon avis, il y aura 2 lois qui vont arriver. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas ministre. Et ensuite, la révision des lois bioéthiques. Bon, la loi famille, ça serait de mettre sur le même carte sur table toutes les familles qui existent, monoparentales, homosexuelles, hétérosexuelles, recomposées, décomposées, etc., etc., et de voir comment, ce qui nous a été dit tout à l'heure, comment on règle la question des parents, des beaux-parents, de 4 parents, de 6 parents, quelquefois. Voilà. Et puis ensuite, la loi sur la bioéthique, c'est adapter le droit au progrès de la science. Voilà. Car refuser ce qui se pratique aujourd'hui dans les conditions qui sont encore plus de marchandisation que de le légaliser, c'est là où
j'ai des hésitations à vous comprendre. Voilà. Mais bon. Bien, merci, monsieur le rapporteur, madame le rapporteur, mesdames, messieurs. La position, je crois, présentée par maître Bertrand Collin est très claire. La voix de l'enfant, en septembre dernier, c'est pas si vieux que ça, bien avant que ce projet de loi même soit annoncé, nous avons rencontré madame Bertinotti. Et nous lui avons dit qu'il nous semblait préférable, si véritablement il y avait un projet de loi concernant le mariage, de prendre le temps de mettre à plat la question de l'adoption, qui est un réel problème en France. Il faut quand même savoir que près de 10% d'enfants adoptés retournent à l'aide sociale à l'enfance, qu'une partie des enfants adoptés de l'étranger l'ont été avec des pays qui n'avaient pas ratifié la Convention de La Haye, tel qu'Haïti, plus de 300 et quelques enfants, donc aujourd'hui, qu'en France, le dernier rapport sur les accouchements sous X de 2011 dit qu'il y a à peu près eu 600, enfin j'ai plus exactement le chiffre, mais c'était à peu près dans les 620, 630 enfants pour 27 000 familles adoptantes. Donc pour nous, par rapport à l'enfant, il était important que l'on prenne d'abord le temps de remettre cette question de l'adoption à plat, tant pour les familles de couples hétérosexuels que pour ce projet de loi sur le mariage et la filiation. La question, elle est claire aujourd'hui pour nous, c'est que la partie concernant l'adoption est illusoire. Donc, ce qui veut bien dire que ce texte ouvre tout de suite à autre chose. Car comment faire croire à des couples qui vont se marier qu'ils vont pouvoir adopter, quand on sait qu'il y a plus de 27 000 familles adoptantes qui sont en attente? Donc, la réponse nous a été la suivante, et c'est un peu ce que nous avons développé à l'Assemblée nationale sur la base du texte que nous avions. Ça va résoudre les situations existantes. D'abord, je ne suis pas sûr que la loi soit rétroactive, d'une part. Donc les situations existantes ne vont sans doute pas être réglées par cela. Mais surtout, la Voix de l'enfant a fait un travail avec maître Bertrand Collin, avec de nombreux juristes, des avocats, des magistrats, car au sein de la Voix de l'enfant, nous avons des magistrats, et notre association fédérative est actuellement présidée par une magistrate. Et nous avons fait un travail sur l'ensemble des situations existantes, c'est-à-dire un enfant dans un couple de même sexe avec une maman biologique, un enfant dans un couple de même sexe avec une adoption, un enfant avec, dans un couple d'hommes, le papa, famille recomposée, etc., etc. Nous avons, et nous tenons à votre disposition, l'ensemble des cas, des situations. Je crois qu'on les a pratiquement toutes peignées. Et nous avons cherché, parce que moi j'ai toujours à cœur à dire que la France a sans doute le plus bel arsenal en matière législative de protection de l'enfant. Alors, parfois il manque, il faut des ajustements, mais ce qu'il manque surtout, c'est son application et les moyens. Mais si nous reprenons notre code civil, si nous reprenons notre législation, nous nous apercevons, certes, avec des aménagements, avec un renforcement, mais l'autorité parentale, elle existe. Beaucoup de couples aujourd'hui hétérosexuels dans l'accueil provisoire d'enfants, etc., l'utilisent. L'adoption simple que tout le monde a oublié depuis des décennies et que beaucoup d'associations demandaient qu'on retravaille sur ce texte, elle existe. C'est-à-dire que sur l'ensemble des situations que rencontrent aujourd'hui des familles, des couples de personnes de même sexe qui ont des enfants, eh bien, nous pouvons apporter des réponses avec un aménagement, certes, faciliter les démarches de délégation d'autorité parentale, faciliter et renforcer l'adoption simple en précisant un certain nombre de points par rapport à des situations qui sont des situations spécifiques, mais aujourd'hui, ces situations de fait peuvent avoir des réponses en matière de protection de l'enfance. Car si j'ai bien compris, si nous avons bien compris à la Voix de l'enfant et avec Maître Collin, c'est qu'on parle de protection de l'enfance et on parle de droit de l'enfant. Et nous, ce qui nous soucie aujourd'hui, c'est que ce texte peut amener aussi des discriminations au nom d'une lutte contre une discrimination indirecte, parce qu'elle est indirecte, hein, on peut pas, une discrimination, comme l'a rappelé quand même la Cour européenne, nous ne sommes pas dans deux situations comparables, donc
ce n'est pas une discrimination directe. Nous sommes bien dans une discrimination qu'on a appelée indirecte. Donc, par contre, on va créer des situations de discrimination directe pour les enfants. Alors, c'est là-dessus que s'inquiète la voix de l'enfant. Je vais vous en donner deux. La première, c'est que nous travaillons, et nous avons au sein de la voix de l'enfant, des couples, des personnes homosexuelles. Et nous avons réfléchi avec elles, avec ces personnes. Et c'est elles-mêmes qui nous ont dit, mais dans notre entourage, on a des couples de même sexe qui ont des enfants et qui ne veulent pas se marier. Ils ont mis en place tout, justement, ce que permet l'arsenal juridique aujourd'hui. Ça veut dire que ces enfants de couples de même sexe qui ne voudront pas se marier n'auront pas les mêmes droits que des couples de même sexe qui auront des enfants et qui vont se marier. Donc, en fait, on va soit rendre le mariage obligatoire pour que tous les enfants aient les mêmes droits, soit on aura des enfants qui, là, de nouveau, n'auront pas les mêmes droits. Par ailleurs, une question que se pose aussi la voix de l'enfant, mais nous attendons que le texte de l'Assemblée nationale soit adopté pour après revenir vers vous et sans doute vous faire préciser aussi nos positions, c'est l'état civil. C'est pas clair. Depuis le début des discussions et autres, on a vu P1, P2, ensuite on a vu époux, après on a vu parents, on a vu beaucoup de choses passer et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester à l'enfant? Il y aura des enfants de couples hétéros, donc on a vu la position, et on a vu sur le site de la chancellerie que la garde des Sceaux avait bien fait mettre clairement qu'il y aurait pour les couples de personnes hétérosexuelles père et mère dans l'état civil. Pour les couples de même sexe, femmes, il y aurait mère-mère, et pour les couples d'hommes, il y aurait père-père. Mais l'état civil, on le trimballe toute une vie. Et puis après, nos enfants le trimballent aussi, notre état civil. Quelque part, on voit bien dans les recherches, quand elles sont faites, etc., on demande qui sont les grands-parents. C'est quand même une question, pour nous, qui mérite que vous, le législateur, vous vous arrêtiez pour savoir ce qui va au-delà d'un choix de deux adultes et que nous respectons et qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, pour être à la Commission des droits de l'homme depuis un certain nombre d'années, on se battra toujours pour l'égalité des droits. Mais il y a là, dans cette égalité de recherche de droits de deux adultes, tout d'un coup, il y a une tierce personne qui intervient. Cette tierce personne, c'est l'être le plus vulnérable que nous ayons dans notre société, qui est l'enfant. Et que nous avons un peu le sentiment aujourd'hui que on parle d'aménagement pour l'enfant. On n'a pas à parler d'aménagement pour l'enfant. L'enfant, il a des droits. Et celui d'être reconnu comme étant issu d'un homme et d'une femme. Qu'après, il y ait des aménagements selon un certain nombre de situations, mais pour cela, nous considérons à la voix de l'enfant. Et c'est pour ça que nous ne vous répondrons pas sur cette question. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre l'adoption des couples de même sexe, car nous considérons que le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas mis à plat l'ensemble des conséquences, du positif et du négatif, concernant la filiation qui va être établie dans le cadre de l'adoption. Avec, de plus, et ça, je pense qu'il faut quand même qu'on le dise, cette souffrance d'hommes et de femmes qui pensent qu'ils vont avoir accès à l'adoption, et nous savons que dans la plupart des cas, il n'y a pas d'adoption. Donc, vers quoi nous ouvre ce texte? Il nous ouvre tout de suite vers la PMA. Et je pense que cette question, nous ne pouvons pas d'un côté dire il y a l'adoption, de l'autre côté dire il y a la PMA, et puis demain peut-être la GPA. Donc, nous voulons et nous demandons la voix de l'enfant que dans cette recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, nous puissions avoir des réponses à des questions précises qui font partie du devenir de l'enfant en France et de sa filiation. Donc, mes chers collègues, avez-vous encore des questions à poser ou des réflexions à faire? Jean-René Lesser. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on est nombreux à avoir reçu un certain nombre de mails de la part de personnes célibataires adoptantes et qui s'inquiétaient d'une part du nombre limité
d'adoption qui pouvaient être réalisées par ces personnes célibataires et qui, d'autre part, redoutaient les conséquences, effectivement, du projet de loi s'il était adopté tel quel. Donc, qu'est-ce que vous pensez, effectivement, de cette crainte? C'est ma première question. Et une seconde question sur le nombre d'enfants adoptables. Parce qu'effectivement, on dit très souvent que la conséquence vis-à-vis des couples homosexuels sera dérisoire, vu effectivement l'extrême faiblesse du nombre d'enfants adoptables. Mais est-ce que, bon, d'une part, il ne faut pas relativiser un tout petit peu les choses. Moi, j'ai un peu l'impression dans mon entourage que lorsque les couples étaient réellement déterminés, ils finissaient effectivement soit par le biais de l'adoption internationale, soit par le biais de l'adoption en France, par obtenir satisfaction. J'ai 2 nièces, l'une a 3 enfants qui ont été adoptés par l'adoption internationale, l'autre a effectivement un enfant qui a été adopté par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Et d'autre part, ne peut-on pas compter également sur une évolution législative en matière d'adoption qui faciliterait effectivement l'adoption, sachant qu'aujourd'hui elle est extrêmement difficile, puisque lorsque un lien, même extrêmement évanescent, extrêmement superficiel, se maintient entre la famille biologique et l'enfant, l'enfant n'est pas considéré comme adoptable. Je considère qu'il n'y a plus de demande d'intervention, donc vous allez pouvoir répondre et en même temps, je ne sais pas, conclure ou nous ramener à nos chères études. Merci, monsieur le rapporteur. Et je donnerai, pour conclure, la parole à maître Bertrand Collin. Je vais commencer tout de suite par votre dernière question. Évolution des textes, oui, mais c'est cela que nous demandons aujourd'hui. C'est qu'il y ait un véritable travail sur cette question de l'adoption afin de pouvoir répondre à ces demandes et à ces attentes, mais que nous connaissions réellement ce que sera l'adoption demain avant de légiférer sur un texte qui, pour nous, c'est du virtuel aujourd'hui presque, hein, faire croire que les couples vont pouvoir adopter. Donc oui, tout à fait. La Voix de l'enfant travaille actuellement sur un certain nombre de propositions, et je vais revenir à l'adoption internationale. Je ne sais pas si vous savez, mais que la Belgique, depuis qu'ils ont adopté la loi sur le mariage des couples de personnes de même sexe, n'a eu que 3 adoptions internationales. Pour nous qui travaillons à l'international, nous attendons les chiffres de l'Espagne qui ne sont pas plus brillants apparemment. C'est-à-dire que nous qui travaillons à l'international, aussi bien en Asie, en Inde, en Amérique du Sud, au Brésil et autres, en Afrique, avec des pays, dans des pays qui ont ratifié la Convention de la Haye, il nous a été dit par nos équipes locales que les pays qui ouvraient l'adoption aux couples de personnes de même sexe, dans des pays où la culture n'est pas encore ouverte à ces évolutions de la société, eh bien, fermeraient l'adoption, et fermeraient l'adoption non seulement à ces couples, mais aux personnes célibataires. Je tiens, puisque vous abordez la question des personnes célibataires, parce que souvent on compare les personnes célibataires qui adoptent et les couples de personnes de même sexe. Je tiens à rappeler que lorsqu'il s'agit d'une adoption de personnes célibataires, la filiation est bien signifiée. Hein, c'est-à-dire que, et c'est ce que nous voudrions proposer, et nous en parlions tout à l'heure avec maître Bertrand Collin, ça sera aussi peut-être d'une réforme où on fait apparaître cette filiation. Hein, et que ce serait adopté par. Mais ça sera une réflexion. Mais c'est tout ça que nous voudrions voir. Et qu'à ce moment-là, nous pourrons répondre à votre question. Êtes-vous pour ou contre l'adoption de couples de personnes de même sexe? C'est parce que toutes ces questions aujourd'hui, hein, elles restent en suspension et nous n'y avons pas répondu. Et nous considérons qu'il est de la responsabilité du ministre de la Famille d'ouvrir très rapidement le débat et qui est véritablement, au-delà des débats et de grands états généraux, un vrai travail de fond sur le sujet que vous soulignez, pour lequel la Voix de l'enfant se bat depuis très longtemps. Ce sont ces enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont plus de 40 ou 50 000 dans des foyers ou des familles assistantes familiales. Il suffit qu'ils reçoivent un coup de téléphone par an ou une carte postale, souvent relancée par les travailleurs sociaux, pour qu'ils ne soient pas adoptables. C'est ce que nous appelons les enfants abandonnés de fait et pas de droit. Et vous savez qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes de 18-25 ans SDF sortent de l'aide sociale à l'enfance, que bon nombre de jeunes adultes qui se retrouvent en détention sortent de l'aide. Et je crois qu'en effet, c'est ça que demande la Voix de l'enfant, c'est qu'il y ait une véritable réflexion pour pouvoir répondre après à l'ensemble de ces couples, hein, qui souhaitent pouvoir accueillir un enfant
au sein de leur couple. Nous avons même, à une époque, relancé cette idée qui était, je vous la partage, qui était de reprendre un texte qui doit être dans les archives quelque part au moins de l'Assemblée nationale, qui était de Madame Veil, qui avait mis en avant le parrainage, mais un parrainage avec une reconnaissance juridique de familles qui pouvaient accueillir des enfants en leur sein.